Je t'écoute. Donc la question, quel est le mécanisme le plus fréquent des diarrhées fonctionnelles en dehors des alternances diarrhée-constipation? Donc c'est le mécanisme de diarrhée motrice. Très bien. Et l'épreuve fonctionnelle qui permet de la mettre en évidence, c'est l'épreuve au rouge carmin. Très bien. Parfait. Ok. Donc, l'alternance diarrhée-constipation, on en a parlé tout à l'heure. Quand vous voyez venir un patient pour une diarrhée, le plus souvent, c'est une diarrhée fonctionnelle. Votre première question, c'est de savoir, est-ce que vous avez des arguments contre une diarrhée fonctionnelle? Est-ce qu'il y a des éléments qui remettent en cause ce diagnostic qui est quand même le plus fréquent? Déjà, le fait qu'il y ait de la diarrhée tous les jours, ça va contre une alternance diarrhée-constipation. Et après, ça peut encore être une diarrhée fonctionnelle. Ça reste le diagnostic de loin le plus fréquent. Mais il faut bien connaître la diarrhée fonctionnelle et de savoir que c'est une diarrhée motrice. Et à ce moment-là, connaître toute la sémiologie de la diarrhée motrice et savoir si les symptômes présentés par le patient sont compatibles avec une diarrhée motrice. Si ce n'est pas le cas, il faut remettre en cause le diagnostic de diarrhée motrice, donc d'origine fonctionnelle. Il faut trouver une cause. Donc c'est très important, vous comprenez le cheminement diagnostique. Si on retient le diagnostic de diarrhée fonctionnelle, de diarrhée motrice, à ce moment-là, il faut quand même s'assurer que certaines causes ont été éliminées, et c'est le sens de la question suivante. Je t'écoute. Donc j'avais pas trouvé, mais en regardant les bouquins, Ouais, donc il y avait les hypersécrétions hormonales, soit par cancer de la thyroïde, cancer médullaire de la thyroïde, soit hyperthyroïdie, soit tumeur carcinoïde. Très bien. C'est ce que j'ai mis aussi, donc c'est bien, j'ai mis comme dans les bouquins, c'est parfait. Voilà. Et soit neuropathie végétative, ouais, avec diabète, amylose et voilà, un antécédent de vagotomie. Ouais, ça je l'ai mis. Pardon. Donc l'important c'est d'avoir les grands chapitres dans la tête, c'est-à-dire cause endocrinienne, cause neurologique, et dans tes bouquins, ils oublient des choses. Moi, je n'avais pas mis la vagotomie, mais bon, pourquoi pas. J'avais mis quand même les séquelles de chirurgie, par exemple, post-gastrectomie, parce qu'il y a plusieurs montages chirurgicaux, plusieurs chirurgies qui peuvent entraîner une diarrhée motrice. Par exemple, la plus classique, c'est quand même quand on enlève un gros morceau de grêle. On raccourcit l'intestin, et forcément, ça va plus vite. Donc, la gastrectomie, c'est une cause classique de diarrhée motrice. La vagotomie aussi, voilà. Mais il y a une cause importante que tu n'as pas donnée, qui n'était pas dans ton livre. Peut-être qu'il faudra que tu changes de livre. Les médicaments et chez lui l'alcool. C'est vrai, c'est une cause classique, c'est-à-dire qu'un patient un alcoolique qui a une diarrhée, on lui dit d'abord arrêtez de boire et vous verrez si la diarrhée continue. Et 9 fois sur 10, ça s'arrête. Donc c'est une cause classique de diarrhée motrice. Ok, on avance. Question numéro 3. Donc ce mécanisme vous semble-t-il probable chez ce patient? Non, parce qu'on est plutôt face à une diarrhée de malabsorption et pas une diarrhée motrice. Très bien, donc il y a des signes évidents de malabsorption. Il y a beaucoup d'arguments pour une malabsorption. Et donc il n'y a pas de malabsorption significative dans une diarrhée motrice. Il peut y avoir un tout petit peu de stéatorée parce que, d'ailleurs, c'est assez étonnant du point de vue du fonctionnement du tube digestif, parce qu'il y en a qui ont une diarrhée motrice, ils mangent, et ils ont à peine fini d'avaler ce qu'ils venaient de manger, qu'ils vont aux toilettes, et ils retrouvent dans les selles quasiment ce qu'ils ont mangé. Mais il n'y a quasiment pas de malabsorption, c'est vous dire comme le tube digestif marche bien. En quelques secondes, choup. Alors, il peut y avoir un peu de stéatorée, mais en général, ce n'est pas très important. Il n'y a pas de perte de poids significative. Quand je dis qu'ils ont à peine avalé, c'est peut-être un peu exagéré, mais ils n'ont pas fini leur repas que déjà, ils sont en train d'éliminer. Voilà, c'est la vie. Hein. Vous allez être médecin aussi, il faut accepter, il faut être fort dans sa tête, ce genre de choses, il faut quand même... Bon, allez, on avance. Alors là, il fallait évoquer une pancréatite chronique, presque, voilà. Donc ça faisait une malabsorption.
Et on avait une anémie microcytaire par carence martiale, une hypovitaminose K avec allongement du TCA, baisse du TP, mais Alors pas... juste parce qu'il Oui. va y avoir pas mal de choses dans cette question, donc on va y aller point par point. Donc une pancréatite chronique calcifiante, compliquée D'un syndrome de malabsorption, j'ai mis. mais due à quoi? Stéatorée, insuffisance pancréatique et Ah, exocrine. insuffisante pancréatique exocrine. Et ça, c'est les mots à sortir, parce que vous savez que dans la pancréatite chronique, il y a les complications, l'insuffisance pancréatique, et il y a deux types d'insuffisance pancréatique, endocrine et exocrine. Donc ça, il faut le mettre, c'est des mots qui doivent sortir, ça. Oh là là, bah voilà, c'est tout, hein. C'est compliqué. Hein. Non, parce que c'est la dénomination classique de la pancréatite chronique calcifiante. C'est comme ça, vous verrez les titres souvent des questions, c'est pancréatite chronique calcifiante. Parce qu'elle est très souvent associée à des calcifications, la pancréatite chronique. C'est quasiment constant. D'accord? Ok. Alors, première chose. Deuxième chose, malabsorption, c'est pas faux, mais c'est encore mieux de dire quoi? Je l'entends. Maldigestion, très bien. Donc, c'est pas que les aliments ne sont pas bien absorbés, c'est qu'ils ne sont pas digérés, et du coup, comme ils ne sont pas digérés, ils ne sont pas absorbés. Et ça fait encore mieux. Alors, enfin, malabsorption, c'est bien, mais maldigestion pour la pancréatite, c'est super. Voilà. Allez, on avance. Alors maintenant, tu me commentes les anomalies biologiques. Donc, anémie microcytaire avec carence martiale, Alors, sur ça, c'est carence intéressant. partielle. Parce que justement, est-ce que ça peut être dû à une maldigestion? Bah non. Bon, alors ça, c'était un petit piège, vous aviez le droit de tomber dedans, c'est pas dramatique, mais normalement, une anémie microcytaire ne peut pas s'intégrer dans une pancréatite chronique calcifiante. Enfin, dans une insuffisance exocrine, puisque les enzymes pancréatiques, elles ne servent à rien là-dedans, dans l'absorption du fer. Voilà. Bon, c'est un détail, vous ne prenez pas la tête avec ça, c'était juste un petit truc. Vas-y. Parce que comme au final, ce n'était pas ça le diagnostic, c'est bon, ça explique. Bon, vas-y. Bon, donc après j'avais mis hypovitaminose K. Très bien. Pourquoi la vitamine K, elle n'est pas absorbée? Parce qu'il faut... Elle est liposoluble, oui, c'est ça. liposoluble, voilà. ADEC. Donc comme ADEK, ADEC, c'est toutes les vitamines liposolubles. Donc il y avait la vitamine K, donc c'est parce que... Pourquoi il y avait une hypovitaminose K? Allongement du TCA, baisse du TP sans baisse du facteur 5. Parfait. Et hypovitaminose D, qui D'accord. est liposoluble, Ouais. parce qu'il y avait une hypocalcémie. Et une... Alors personne n'a trouvé. Et Il y une... en a qui se sont posé la question, mais que vient faire cette anomalie dans ce contexte? Non. Alors là, s'il y en a un qui trouve, je ne sais pas, je n'ai pas prévu de récompense, mais il aura toute mon estime. Oui. Qui serait alors d'origine osseuse et non. C'est un signe classique. Osseuse et non cholestatique. D'accord? Je répète. Et oui, parce qu'en plus... Donc là, l'augmentation des phosphatases alcalines s'intègre probablement dans une ostéomalacie par déficit en vitamine D, parce que ça fait partie des signes biologiques classiques de l'ostéomalacie, hypocalcémie, augmentation des phosphatases alcalines. Alors ça, vous trouvez... Alors, quelles autres anomalies tu avais? Après, j'avais plus que hypoalbuminémie. Bah, c'est pas mal, c'est quand même un bon signe de malabsorption. Et les leucocytes, je savais pas quoi en faire. Donc. Ouais, mais ils sont pas si bas que ça. C'est pas si... Je sais pas s'il faut trop se prendre la tête. Il y a une anomalie qui est les gamma-GT. Ça, c'est facile. Ouais, mais il boit. Voilà, bah, tu le mets. De toute façon, la question, il faut se méfier parce qu'il faut voir comment est posée la question. On ne dit pas, dans ce contexte, commenter les anomalies biologiques. D'ailleurs, pas de point d'interrogation normalement. C'est commenter, point. Donc, on ne demande pas de commenter celles qui sont plus en rapport avec la malabsorption. Dans ce contexte, explique. Donc, il faut bien lire les questions parce que vous pouvez perdre des points si vous ne lisez pas exactement la question. Allez, on va finir à l'heure. On va essayer, en tout cas.
Je t'écoute. Alors, la question, c'est comment pouvez-vous confirmer votre diagnostic par des examens biologiques, les enzymes pancréatiques, lipasémie, amylasémie, D'accord. amylazurie. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'elles soient élevées, les LN? Non, puisque c'est plutôt dans les pancréatites. Voilà, très bien. Mais ça peut être augmenté dans les pancréatites chroniques parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas deux maladies complètement différentes. La pancréatite aiguë évolue par poussée si le patient continue son intoxication alcoolique et il va constituer progressivement une pancréatite chronique. Et plus en plus, il aura de moins en moins de pancréas, c'est bien ma phrase, il fera de moins en moins de pancréatite aiguë parce qu'il y aura plus de parenchyme, donc il va passer d'une phase douloureuse avec des poussées de pancréatite aiguë à une phase moins douloureuse avec des complications d'insuffisance pancréatique, exocrine et endocrine. D'accord? C'est ça en gros l'histoire naturelle des pancréatites alcooliques. Ouais. Pour l'imagerie, un ASP à la recherche de calcification dans l'aire de projection Très du bien, c'est pancréas. pathognomonique, donc il ne faut pas s'en priver. Oui? Je vais là. Non, pas quand on l'a fait, mais en général, on le fait avant. Pardon. En plus, je me suis dit, il faudra que je la répète, et puis je ne la répète pas. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'on fait un ASP quand on a fait un scanner? Non, on ne fait pas d'ASP quand on a fait un scanner, mais on peut faire un ASP avant de faire le scanner parce que c'est plus rapide. Tu peux l'avoir dans la journée. Oui, mais si on ne voit rien, on ne va pas l'éliminer. Ouais, mais ça ne mange pas beaucoup de pain. Et puis tu te dis, au pire, c'est dans la grille. Au pire, c'est dans la grille. Et non, au pire, non. Au mieux, c'est dans la grille. Au pire, ça se m'étonnerait qu'on t'enlève des points parce que tu as fait un ASP pour une pancréatite chronique. Il faut penser, il faut se mettre dans la logique des... Donc, mettez-la. C'est quand même classique de faire un ASP. Et puis, un ASP, ça reste un examen super simple. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il faut le mettre. Oui. Même si tu n'es pas convaincu, je te garantis que tu as plus de risques à ne pas le mettre qu'à le mettre. Je ne vois pas pourquoi on t'enlèverait des points parce que tu as mis l'ASP, tu vois. D'accord. C'est comme ça. Pas contente, mais c'est comme ça. Non. Allez, on avance. Et l'échographie et ou scanner abdominal? L'échographie, ce n'est pas un très bon examen pour voir le pancréas. Donc, c'est ASP et si l'ASP ne montre pas les calcifications, un scanner. Voilà. Alors, on pouvait aussi demander s'il avait eu des poussées douloureuses, s'il avait des antécédents de pancréatite aiguë. Et alors, il y en a qui ont dit stéatorée. Quand il y a une malabsorption évidente, ça n'a pas forcément un grand intérêt de faire une stéatorée, d'autant que ça ne vous donnera pas l'origine de la malabsorption ou de la maldigestion. Mais bon, on pouvait le mettre. Voilà. On avance. Alors j'ai mis que c'était une image au microscope optique d'une coupe longitudinale de la paroi duodénale, sur laquelle on peut voir une atrophie villositaire, un infiltrat inflammatoire du chorion lymphocytaire, ouais, et une hypertrophie des cryptes. D'accord. Donc ça, on le voit ou on ne le voit pas. En tout cas, on a vu l'atrophie villositaire, et puis après, on se souvient des deux autres signes qui sont l'infiltration inflammatoire du chorion. En fait, c'est tous les petits points noirs que vous voyez là, hein, à l'intérieur du chorion. Puis l'hypertrophie des cryptes. Bon, ça, il faut être anapathe pour le voir, enfin, ou si on est fort aussi en histo. Mais bon, j'ai mis des points surtout sur l'atrophie villositaire et sur l'infiltrat inflammatoire. Ben, c'est assez important quand même, parce que des fois, on a une fausse impression d'atrophie, parce que c'est dû au plan de coupe du bloc, du prélèvement. Et c'est dangereux de se fier qu'à l'atrophie villositaire parce que ça peut être un effet d'optique lié au plan de coupe. Donc c'est bien, il faut absolument avoir les autres signes, et en particulier l'infiltrat inflammatoire. C'est pour ça qu'il faut le connaître. C'est l'atrophie villositaire le plus important, mais il peut y avoir des faux diagnostics d'atrophie villositaire. D'accord. Question numéro 7. Tiens, on tend le micro, je ne sais pas si... Le diagnostic le plus probable, c'est une maladie cœliaque. Et qu'est-ce que je fais comme examen biologique? Il faut faire doser les anticorps, ouais, anti-gliadine et anti-endomysium. Alors ça, c'est un peu les plus vieux.
D'ailleurs, vous corrigerez dans ma correction, j'ai mis plus de points parce que le cas clinique, il a 2-3 ans. À l'époque, les transglutaminases. Voilà, les transglutaminases n'étaient pas encore bien validées. Donc, c'était un peu nouveau, donc j'avais mis moins de points. Mais en fait, c'est à eux qu'il faut le mettre plus de points maintenant parce que les recommandations, il y a même eu des recommandations de l'HAS. Donc ça, c'est une haute autorité, comme son nom l'indique. Donc, quand ils disent quelque chose, eh ben, il faut le faire et puis il faut l'écrire sur les copies. Non, mais c'est comme les conférences de consensus. Il faut que vous connaissiez toutes les conférences de consensus qui correspondent à une question d'internat. Cela, vous êtes sûr de mettre la bonne réponse. Enfin, c'est quand même important. Et pareil pour les recommandations de l'HAS. Si jamais, bon, ça c'est plus difficile à trouver, mais si jamais vous voyez une recommandation de l'HAS, ben vous la mettez dans vos questions parce que vous êtes tranquille. Et maintenant, ils mettent les recommandations de l'HAS, c'est de ne faire que les transglutaminases. Mais mettez les trois à l'examen. Vous mettez les transglutaminases en premier et vous mettez aussi, et puis on peut faire aussi les antigliadines et les anti-endomysium. Le top du top, c'est les IgA antitransglutaminases. Mais je ne pense pas qu'on vous aille vous chercher quand même. Voilà, alors c'est le problème, parce que si c'est négatif, pardon, il peut y avoir un déficit en IgA, comme dit très justement votre Pierre Clément, voilà, merci. À ce moment-là, ça peut donner c'est une cause de faux négatifs des transglutaminases en IgA. Donc quand on fait en première intention IgA antitransglutaminase, et si on se dit mais c'est pas possible que ce soit négatif, c'est une maladie cœliaque, c'est évident, on fait un dosage des IgA, pondéral des IgA, pour voir s'il n'y a pas un déficit en IgA. Et à ce moment-là, s'il y a un déficit en IgA, on fait les autres. OK. Donc, dernière question. Alors, la question, c'est quelle est la complication la plus grave de la maladie et peut-on la prévenir? Juste, excusez-moi, très rapidement, le diagnostic histologique n'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres causes que la maladie cœliaque d'atrophie villositaire. Donc, il faut faire la confirmation par les anticorps. Vas-y. Vas-y, continue. Alors, moi, j'ai dit que la complication, c'était le lymphome gastrique et que oui, on peut la prévenir par un régime strict sans gluten. Alors, c'est presque très bien. La seule chose, ce n'est pas vraiment le lymphome gastrique qui est augmenté. La principale complication, c'est un lymphome digestif, c'est-à-dire plutôt de l'intestin grêle. Et ce n'est pas un lymphome du Malte, comme certains me l'ont mis, c'est un lymphome T. C'est un lymphome très rare, mais qui se développe, surtout sur les maladies cœliaques. Il y en a d'autres qui m'ont parlé d'adénocarcinome ou de carcinome épidermoïde. Ça peut arriver aussi, mais c'est moins classique. Et la prévention des complications tumorales de la maladie cœliaque, c'est effectivement le régime sans gluten. Il fallait bien mettre régime sans gluten à vie, parce que surtout chez un adulte, on sait que le risque de récidive est quasiment de 100% s'il se remet à manger du gluten. C'est un régime qui doit être strict, c'est-à-dire c'est de l'allergie, ce n'est pas de la toxicité, donc des toutes petites doses suffisent. Et c'est bien parce que de savoir les céréales qui sont en cause. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des points dessus. Puis il y a un moyen mnémotechnique, sabot, S-A-B-O, seigle, avoine, blé, orge. Et des fois il y a froment, mais je ne sais pas dans mon moyen mnémotechnique, donc ça ne doit pas être bon. Voilà.